Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Nous sommes encore devant vous une fois de plus pour vous parler des actions du chef de l'État. Les actions n'est pas seulement en ce qui concerne les infrastructures. Il y a les infrastructures, il y a la diplomatie. Tout ça, l'ensemble constitue les actions du chef de l'État. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons commenter l'actualité. L'actualité qui défraie la chronique actuellement, c'est les propos du président rwandais, Paul Kagame, qui s'est adonné à un jeu hasardeux au Bénin lors de sa visite officielle. Il s'est permis de torpiller l'histoire. C'est le terme qu'il faut utiliser. Méconnaissant, je ne sais pas si c'est fait à dessein ou c'est par ignorance. Mais je ne pense pas que c'est par ignorance parce que ce monsieur, lorsqu'il se met devant un État ami, un pays ami comme le Bénin, il se permet de balancer des propos comme ceux qu'il avait tenus. Il y a lieu non seulement de réfléchir, mais de les recadrer aussi. Il dit que dans ses propos, il dit que la RDC a pris une partie du Rwanda lors de la conférence de Berlin. C'était en 1880. Et bon, les Rwandais qui sont pro-Kagame applaudissent parce que il faudrait comprendre que le pays de Paul Kagame, depuis l'époque coloniale, a mis en place une stratégie d'infiltration de notre peuple. Et cela a été démontré même dans l'histoire, parce que à l'époque coloniale, les Belges importaient la main-d'œuvre à partir du Rwanda pour travailler ici en République démocratique du Congo. Et ceux-là qui sont venus pendant l'indépendance et pendant l'époque coloniale se sont plus tard réclamés congolais. Alors, cette déportation-là de la main-d'œuvre rwandaise en RDC, précisément dans l'est du pays, c'était justement pour essayer d'infiltrer notre pays. Parce qu'il y a un documentaire où je suis en train d'oublier le nom. Ce documentaire expliquait clairement comment est-ce que les colons, les Belges, avaient mis en place une politique d'infiltration parce que, étant donné que notre pays était ou est un scandale géologique, il fallait avoir à la tête du pays différents chefs d'État qui n'auront pas un intérêt particulier avec la République démocratique du Congo, mais par contre des étrangers qui serviront leur cause. Et quand vous regardez l'histoire de nos frères rwandais, vous vous rendrez compte qu'une partie sont venus depuis l'époque coloniale. Et Kagame, lui, il dit que la RDC a pris les terres rwandaises en 1880 lorsque il y a eu découpage des limites de chaque pays. Il oublie que avant 1880, le Rwanda n'existait pas. C'était le Royaume Congo. Le Rwanda n'existait pas parce que le Royaume Congo prenait la RDC, une partie du Rwanda, le Congo-Brazza, le Rwanda-Urundi et l'Ouganda, Rwanda-Urundi, pardon, qui faisait partie du Royaume Congo. Le Rwanda n'existait pas. C'est seulement
puisqu'ils faisaient partie de la colonie allemande, que lors du découpage, on les a octroyé des terres. Mais le Rwanda faisait partie du Congo. C'est cette histoire qui devait normalement raconter aux Rwandais au lieu de vouloir torpiller à dessein. Parce que quand vous comprenez, moi je dis qu'il ne le fait pas par ignorance. J'ai suivi des gens dire que voilà, il méconnaît l'histoire. Non. Kagame connaît bien l'histoire des peuples nilotiques qu'ils sont, et puis les peuples Muntu que nous sommes. Alors, il a sciemment cité cela parce que il y avait un plan qui s'est profilé depuis des lustres. Alors, ce plan-là était de pouvoir contrôler les richesses du Congo. Voilà pourquoi il y a eu différentes guerres. Vous prenez depuis 1960, vous prenez les différentes guerres à l'Est, il y a certaines sécessions ou certaines guerres où le feu maréchal Mobutu l'a stoppé, net. Il y a même une partie de nos commandos qui se sont retrouvés au Rwanda parce qu'il fallait intervenir. Donc cette infiltration date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Et Kagame, sachant que avant, parce que pour se faire croire ou pour le croire ou se faire accepter, il devrait normalement avoir un discours pour justifier ses attaques en République démocratique du Congo ou ses ingérences en République démocratique du Congo. Les discours avant, c'était la protection des Tutsis. Parce qu'il y a eu génocide. Alors, ceux-là, les Tutsis qui ont fui le Rwanda, qui se sont retrouvés à l'est du pays, il fallait les protéger parce qu'il y avait les Hutus qui les massacraient et consorts. Il a envoyé les militaires ici. C'est ce qui a causé également le départ du feu maréchal Mobutu. Allez, au lieu de tirer l'avantage à cette époque-là et d'arrêter l'infiltration, il a voulu continuer. C'est ce qui a fait qu'ils ne se sont pas entendus avec Mouzé Kabila, qui n'a pas voulu continuer avec eux parce que c'était un deal. Et dans ce deal-là, Mouzé avait accepté de céder une partie de nos terres, l'accord de l'Emera, si vous avez bonne mémoire. Et voilà pourquoi ils avaient accepté, ensemble avec eux, de mettre ici en RDC un chef d'état-major rwandais. Et vous vous souviendrez d'ailleurs, à cette époque-là, nous avions même des ministres rwandais. Quand vous prenez les Bizimakara, on avait vraiment un gouvernement des binationaux. Je ne peux même pas dire des binationaux parce que c'était des Rwandais, ce n'était pas des Congolais. Ils n'avaient même pas demandé une nationalité autre. Parce que même la nationalité zaïroise était une exclusive. Quand ils sont venus, la nationalité zaïroise était une et exclusive. Alors, à leur arrivée, ils ont essayé de vouloir contrôler la RDC. On laisse la présidence à un Congolais, qui est le feu président Laurent Désiré Kabila, et puis, aux côtés, on les place des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du Congo. Ils avaient un seul objectif, c'était de piller nos ressources pour se faire une santé et bâtir leur pays. Et lorsqu'ils étaient dans cette infiltration, l'objectif final, à part le fait de piller, l'objectif final c'était d'occuper nos terres. Prenez le courant de l'histoire. Lorsque Laurent Désiré Kabila, le troisième chef d'État congolais, est décédé, il nous a laissé Kabila fils. Kabila fils, lui, à son tour, il part à Sun City. Là, ils essayent d'élaborer une constitution où
on essaye d'enlever certaines phrases qui étaient déjà inscrites dans la constitution zaïroise. Par exemple, en ce qui concerne la nationalité, ils savaient que la nationalité congolaise était une exclusive, et puis pour les accès dans certaines fonctions régaliennes, il fallait aussi être zaïrois à l'époque, des pères et des mères. Alors, sachant qu'ils ne pouvaient pas continuer leur politique d'infiltration si on avait une telle phrase dans la Constitution, on l'a enlevé pour les remplacer. Alors, Congolais, nous voyons l'instant, généralement, on refuse de nous projeter dans le futur. Et je me rappelle, à cette époque, il y avait le feu Étienne Tshisekedi Mulumba qui s'était opposé à ce que certaines dispositions de la Constitution zaïroise soient élaguées de la nouvelle Constitution qui était en train d'être élaborée. Alors, conséquence, on l'a éjecté dans les accords de Sand City lorsqu'il s'agissait maintenant de se partager les postes de responsabilité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'était opposé à ce que certaines dispositions, comme l'effet d'enlever la conditionnalité des fonctions régaliennes en ce qui concerne la nationalité congolaise des pères et des mères. On l'a exclu et ils ont continué dans leur forfait. Ceux qui sont restés cupides, ignorant de l'agenda caché, ils ont accepté de fonctionner avec cette constitution-là. Et c'est cette constitution qui aujourd'hui nous cause aussi autant de problèmes. Je pense que aujourd'hui, je vais m'étendre plus sur l'insécurité, mais je pense que dans un proche avenir, je vais également parler de ma vision par rapport au développement de la RDC. Parce que je me dis, et je le répète, j'ai dit aux amis avec qui je partage les analyses politiques, j'ai dit que ce pays ne va pas se développer avec notre nouvelle constitution. Avec cette constitution, le pays ne peut pas se développer. Je vais avoir le temps d'argumenter, mais je vous donne quelques brèches. Tenez, le chef de l'État est élu par un suffrage universel, direct. Le Premier ministre est nommé par le président, avec proposition du Parlement, donc de la majorité, parce que c'est la majorité qui désigne le Premier ministre en réalité. Ce n'est pas le chef de l'État qui nomme par rapport à sa vision, par rapport à ses convictions, il reçoit une proposition de la majorité parlementaire. C'est déjà un premier problème, parce que le chef de l'État est obligé de composer avec une personne qui forcément ne partage pas sa vision. Et c'est ce qui fait qu'il y a parfois empiètement en ce qui concerne la vision pour développer ces pays. Deuxièmement, le président ne peut pas révoquer. Il n'a pas ce pouvoir de révoquer le Premier ministre. Là, c'est notre constitution qui nous met dans cet état-là. Pour que un président, un Premier ministre soit révoqué par le président doit le pousser à la démission. Et si le président n'arrive pas à le faire accepter ou à l'obliger de démissionner, il doit concocter avec le Parlement pour sa déchéance. Et si le Parlement est hostile au président, la machine bloque. Donc le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. Pareil avec les ministres. Il ne peut pas. C'est sur proposition du gouvernement, donc par conseil des ministres. Si la majorité des ministres refuse que les ministres soient révoqués, les ministres ne partent pas. Pareil, parce qu'il y a deux mécanismes. C'est le gouvernement ou carrément si le Parlement
par motion de déchéance, les déchoit. Mais là aussi, il faut que le Parlement soit en parfaite harmonie avec la présidence de la République. Vous voyez cet imbroglio que nous donne cette constitution-là. Je vous donne encore un autre exemple. Le président n'a pas toutes ses prérogatives de chef d'État. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Semi-président, mi-parlementaire. Donc, il est obligé à chaque pas de consulter la classe politique. Quand je parle de la classe politique, ici je vois le Parlement, je vois le gouvernement, je prends aussi pour les cas par exemple de nomination des magistrats. Le président nomme sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il n'a pas les mains libres de pouvoir gérer. Et ça, si vous avez une bonne analyse, vous comprendrez que cette constitution de 2006 a été élaborée avec un agenda caché. C'est quoi l'agenda? C'était de pouvoir limiter le pouvoir du président de la République parce que pour eux, ils ont analysé les prérogatives qu'avait le feu maréchal Mobutu et se disent que si nous avons encore un président avec autant de pouvoir, on ne saura pas continuer avec notre infiltration. Donc, il nous faut un arsenal juridique qui va nous faciliter de continuer avec notre infiltration. C'est ce qui fera que en 2006, ils vont adopter cette constitution qui doit impérativement être changée. Vous vous souviendrez d'ailleurs, il y a eu des vidéos qui sont passées sur le net. Un professeur, si je ne me trompe pas de droit, était en train de disséquer les problèmes des cas de notre constitution. Et je pense qu'il en avait décelé 38 articles qui posaient problème dans notre constitution. Et si on ne veut pas changer cette constitution, on restera avec ce même problème d'infiltration où on aura un État faible avec un pouvoir du président de la République limité. Et je pense que dans les jours à venir, je vais longuement expliquer, longuement prendre même des articles de la Constitution, vous faire comprendre pourquoi je suis en train d'insister, et je l'ai dit, je le répète, qu'avec cette Constitution, on ne saura pas avancer parce qu'on ne peut pas bâtir un pays sans loi. Or, la loi mère pour nous, c'est la Constitution. La Constitution a beaucoup de couacs. Et cela ne va pas nous permettre de pouvoir émerger en tant qu'État. Et il faut, à un certain moment, comme j'ai suivi la vidéo du président du Sénat, le professeur Bahati, en train de dire qu'à un certain moment, on doit transcender les sentiments, transcender nos appartenances politiques pour pouvoir décider sur l'avenir de notre État. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, est-ce qu'on aura encore demain un pays à diriger? J'ai suivi et je pense que son discours, c'est un discours interpellateur. Il est en train de nous faire comprendre que si aujourd'hui on continue avec ce querelle politicienne qui nous amène à rien que à des divisions, on ne saura pas traiter des questions essentielles d'un État et mettre notre pays sur une orbite de développement. Le chef de l'État, parce qu'il s'agit de Fachi, aujourd'hui, il est en train de se battre corps et âme pour que notre pays soit sur les rails. Je vous donne des faits. 18 ans durant la règne du président Kabila,
Le président Kagame était assis dans un confort inouï. Il ne parlait pas, il ne faisait que des gestes et les choses bougeaient. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État, on a détricoté, comme l'a dit le ministre Mouyaya, on a détricoté tout ce qu'il avait comme alibi sur l'agression en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les partenaires extérieurs et la communauté internationale l'ont fait comprendre que ces discours ne tiennent plus la route. Parce qu'il y a de cela plus de 20 ans qu'il parle de génocide. Or, nous savons très bien que dans l'histoire, le génocide a été perpétré par lui-même Paul Kagame. Il a orchestré le génocide pour pouvoir justifier son attaque et son attentat pour renverser le président Habyarimana. Nous les connaissons. Et en complicité avec la France qui était derrière et lui a même fourni des armes à cette époque-là. On n'en est plus là. Mais maintenant, pour infiltrer la République démocratique du Congo, ils ont fait recours à l'ONU. L'ONU qui a imposé la RDC à l'époque, les Zaïre, de pouvoir accepter les réfugiés chez nous. Parce que, souvenez-vous, le feu maréchal Mobutu avait refusé. Mais c'est sous contrainte et pression de la communauté internationale que nous avions accepté les réfugiés rwandais. Or, ces réfugiés, en réalité, ce n'étaient pas des réfugiés, c'était des militaires qui venaient avec un but précis de pouvoir piller les ressources de notre pays et de se faire passer pour des Congolais, plus tard, qui dirigeront ces pays. Il suffit de voir nos amis rwandophones, vous ne les verrez jamais musiciens. Vous ne les verrez jamais analystes politiques. Vous ne les verrez jamais dans de professions normales. Ils sont toujours dans la politique, ils sont toujours dans les institutions, dans l'armée, dans des postes stratégiques pour pouvoir avoir des informations fiables et les transmettre à qui les droit. Et ces informations leur permettent de ficeler leur politique d'infiltration. À chaque fois que nous avançons et que nous changeons notre façon de voir les choses, comme ils ont les leurs ici chez nous, ils prennent des informations et ils ramènent chez eux pour essayer de réfléchir comment continuer avec l'infiltration. Et Kagame, sachant que cette politique ne tient plus la route, parce que le président de la République, Fatou Béton, l'a si bien démontré à travers le monde que les raisons qu'avançait Paul Kagame, ce sont des raisons fallacieuses, des raisons qui ne tiennent pas la route. Il fallait imposer Kagame à pouvoir arrêter ses exactions en République démocratique du Congo. Parce que nous savons très bien que tout ce qu'il y a eu comme rébellion ici, ce sont des inventions de Paul Kagame. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Puisque le chef de l'État l'a si bien démontré, et Kagame se voit maintenant dans une obligation de dévoiler réellement quel a été les modus operandi des infiltrations à répétition en République démocratique du Congo. Le voleur a finalement avoué que nous sommes en République démocratique du Congo parce qu'on veut les terres de la République démocratique du Congo. Alors, au lieu de le dire ainsi, il utilise l'histoire torpillée pour pouvoir dire voilà, nous sommes en République démocratique du Congo parce que le pays avait pris nos terres. Alors, déjà, ce discours-là est en train non seulement de violer la Charte des Nations Unies, ça viole également la Charte de l'Union africaine. Parce que aucun pays ne peut violer actuellement
l'intégrité territoriale de notre État, ou vouloir s'accaparer une partie de ces terres en extensionnant leurs limites de terre. C'est ce que le président rwandais envisage maintenant. Bon, comme il était en face des dirigeants de l'époque qui étaient inertes face à cette question, ou complices face à cette question, il a eu le temps d'avoir plusieurs rébellions, plusieurs brassages qui ont conduit aujourd'hui à des généraux qui se pavanent en RDC, ces réclamants congolais, on les concède, mais à un certain moment, il faudrait que tout ça s'arrête. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis tout en œuvre pour que cette situation-là puisse s'arrêter. Kagame maintenant, comprenant que vous ne pouvez plus tenir ce discours, voilà pourquoi les voleurs avouent son crime. Il avoue que non, nous sommes en République démocratique du Congo parce que nous réclamons nos terres. Mais est-ce la meilleure façon de pouvoir réclamer ces terres? Est-ce que la procédure utilisée par notre président rwandais est normale? Cela porte à croire que depuis très longtemps, tout ce que nous avions eu comme rébellion, c'était justement pour essayer de récupérer les terres entre guillemets appartenant jadis aux Rwandais. Alors, là aussi, c'est méconnaître le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est aussi méconnaître les Congolais. Ce pays a connu autant de guerres depuis 1960. Aucun centimètre du pays n'a été cédé. Et je ne pense pas que c'est avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'une partie de nos terres iront au Rwanda. Et le chef de l'État l'a fait mention. Face à l'intransigeance du chef de l'État qui a refusé catégoriquement de dialoguer avec les M23, Kagame se voit dans l'obligation de continuer la guerre malgré lui. Parce que cette guerre, non seulement a des incidences économiques actuellement au Rwanda, bien que aussi chez nous, mais il sait pertinemment bien que si aujourd'hui il abandonnait ses exactions, cela veut dire que le Rwanda perd sa force et il risque d'être marginalisé à travers la région. Alors, la meilleure façon de pouvoir exister, continuer à exister et de pouvoir se faire sentir au niveau de l'économie rwandaise, c'est de continuer à faire la guerre. Pendant qu'on fait la guerre, il y a une partie des militaires qui sont en train de prendre les minéraux et partir avec. Et tout ça, ça a été longtemps pareil. Je vais vous donner une révélation. Je pense, je ne sais plus où j'étais, il y a quelqu'un qui nous expliquait pourquoi on avait pris Goma en 2013. En réalité, Goma n'a pas été prise par force ou à l'issue d'un combat acharné entre les M23 et le gouvernement. Non. C'était en complicité de certains généraux et de certains officiers de l'armée qui ont cédé provisoirement Goma parce qu'il y avait des opérations de transportage des minéraux quittant la RDC vers le Rwanda. Ou des transports, je ne sais pas si les transportages c'est un mot français. On a transporté les minéraux en RDC, précisément à Goma, pour le Rwanda. Alors, tellement que c'était une quantité énorme, il fallait créer une sorte d'insurrection, contrôler également l'aéroport et faire ces transports sans inquiétude ou sans être inquiété.
Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que Goma a été pris pendant 4 jours, pendant quelques mois, et puis on l'a relâché après parce qu'il y avait des opérations qui se faisaient. Et cela, quand vous allez vous pénétrer les secrets des autorités, vous allez vous rendre compte que c'est une réalité qui s'est passée à l'Est et qui continuait jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, qui a coupé le cordon ombilical. Et aujourd'hui, Kagame est plus bavard que tous les pays, tous les chefs d'État des pays africains. Un monsieur qui était effacé, un monsieur qui était pratiquement muet, mais aujourd'hui, bavard comme pas possible. Donc, le problème de l'Est du pays, de l'insécurité, moi je l'ai dit, ce n'est pas un problème complexe. Le problème de l'insécurité en République démocratique du Congo s'appelle Kagame. Alors, le chef de l'État, nous les suggérons de pouvoir continuer à réorganiser l'armée comme on le fait aujourd'hui. Et je vous dis que d'ici là, notre pays fera un assaut au Rwanda. Et c'est là qu'on se fera respecter. Tant qu'on n'a pas fait un assaut au Rwanda, ce pays ne se fera pas respecter et Kagame continuera à se jouer de la République démocratique du Congo. Mais comme on dit, à chaque chose a une fin, et nous savons que la fin de Paul Kagame s'approche. Il quittera ces pays-là du Rwanda sans pour autant s'assouvir de ses ambitions de pouvoir contrôler la République démocratique du Congo. Chers amis, je pense que, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette petite analyse en ce qui concerne la situation de l'insécurité à l'est du pays. Je nous invite à pouvoir s'abonner encore massivement et de liker la vidéo que vous êtes en train de visualiser actuellement. Merci et bonne journée à vous.